Imaginez une énergie solaire infinie, un vide cosmique qui refroidit sans besoin d'eau, alors que l'intelligence artificielle demande aujourd'hui des puissances de calcul énormes. Une nouvelle idée s'impose, déplacer ces infrastructures au-delà de notre atmosphère, par exemple dans l'espace. Cette idée astucieuse est aussi le miroir de nos contradictions. C'est ce qu'on va voir avec vous. Guillaume Gralet, bonjour Guillaume. Bonjour Nabia. Merci d'être là. On voit de plus en plus de projets qui veulent mettre l'IA en orbite. Est-ce que c'est une idée crédible ou c'est une idée complètement folle ? La première fois que j'ai découvert cette idée, je me suis dit c'est encore totalement fou. Pourquoi on va installer des data centers dans l'espace alors qu'on en a déjà beaucoup, de plus en plus, on va en parler en ce moment, avec l'explosion de l'IA générative. Et effectivement, et puis surtout, il y a déjà beaucoup de choses dans l'espace, mais il y a des projets très très sérieux. On en doit un notamment à Google, avec le projet Suncatcher, qui vise à déployer une constellation de satellites équipés de grands processeurs. Ils doivent être reliés par des liaisons optique à haut débit. L'objectif, c'est d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle, Nabia, directement en orbite basse. Le premier vol, il est prévu vers 2027 et plusieurs dépôts de brevets ont eu lieu. Alors, il y a une déclaration qui nous avait un tout petit peu alerté, que l'on doit à Jeff Bezos. Il s'exprimait à l'occasion de l'Italian Week, c'était en 2024. Il expliquait déjà que l'espace, lui aussi, il est passionné d'espace, deviendrait une extension naturelle de nos infrastructures industrielles. Et il exprimait déjà la possibilité d'installer des centres de données en orbite géostationnaire alimentés par le Soleil. Et depuis, on a vu énormément de start-up émerger autour de ces projets. Des start-up comme StarCloud qui travaillent sur des modules calculatoires compacts qui sont refroidis par le vide spatial et alimentés via des miroirs solaires. Lone Star Data Holdings qui a envoyé en mars 2025 un mini data center de la taille d'un livre sur la Lune. Et ce prototype qui s'appelle Freedom a réalisé des premiers tests de stockage et de traitement hors de la Terre. C'est un peu le cloud dans le cloud, hein, le fameux stockage à distance, mais au-dessus de nos têtes. Et il y a d'autres projets très intéressants, comme ceux de Thales Alenia Space, qui a mené une étude de faisabilité avec Ascend en juin 2024, et avec des résultats très positifs. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces industriels disent que c'est très rentable d'aller installer nos fameuses données informatiques au-dessus de nos têtes. Alors, c'est rentable, mais quoi d'autre aussi qui motive à aller installer ces data centers au-dessus ? Oui, on a parfois du mal à le réaliser, mais le Soleil brille 99% du temps en orbite basse. Ça va permettre de capter une énergie jusqu'à 6 fois plus intense qu'au sol. Donc ça va alimenter. On dit toujours que le problème des data centers est celui de l'intelligence artificielle, c'est la consommation d'énergie. En réalité, en plus, le Soleil, on le voit à l'écran, il est sans alternance jour-nuit et il n'y a pas de mauvaises conditions climatiques qui vont empêcher le Soleil de briller. Donc toute cette énergie, c'est optimal. Elle est récupérée, et c'est d'autant plus important que les systèmes d'intelligence artificielle dont on parle tant, Nabia, ils sont très énergivores. Un seul modèle de grande taille comme GPT-4, il va consommer l'équivalent de 120 000 foyers européens par jour pendant son entraînement initial. Donc on peut imaginer plus tard, c'est pas encore le cas, mais que les modèles d'intelligence artificielle soient entraînés grâce à cette énergie. Et puis deuxième gros avantage, c'est le refroidissement. C'est-à-dire que sur Terre, on a besoin d'eau, beaucoup d'eau, ça pollue énormément, et c'est 40% des coûts de fonctionnement d'un data center sur Terre. Dans l'espace, la chaleur est évacuée par un rayonnement infrarouge sans eau ni air conditionné. C'est un système passif qui pourrait réduire par moitié la dépense énergétique de maintenance et d'infrastructure. C'est d'autant plus important, Nabia, que les data centers, ils utilisent déjà 2% de toute l'électricité mondiale, et puis surtout, ça progresse très vite, jusqu'à 17% selon les différents calculs. Donc on a une énergie solaire extrêmement intéressante qui est récupérée à travers ces premiers essais. Donc un des principaux avantages, mais concrètement, comment est-ce qu'on les installe, ces équipements ? Alors on ne les mettrait pas n'importe où, hein. On les mettrait en orbite basse, entre 500 et 1000 km. Ça pose plusieurs avantages. D'abord, c'est moins coûteux à envoyer, surtout s'il y a des problèmes, on peut les réparer plus facilement. Chaque module doit pouvoir embarquer ses propres processeurs, ses panneaux solaires et des systèmes de refroidissement. On va profiter d'un froid spatial qui peut aller jusqu'à moins 270 degrés, et les communications se font par radio, mais de plus en plus par laser. Il y a des transferts
extrêmement intéressants qui sont testés en ce moment. Je voulais juste vous montrer une petite infographie que l'on doit à Statista qui a comparé effectivement le coût en réalité des data centers terrestres avec les data centers spatiaux, l'énergie qui est beaucoup moins utilisée dans l'espace, et puis ces systèmes de refroidissement. Alors il y a effectivement le lancement et puis aussi les problèmes peut-être de maintenance. Ça, c'est des bémols pour l'utilisation, l'envoi de ces data centers dans l'espace, mais on voit à quel point il y a quand même plusieurs avantages et ce ne sont pas uniquement des fous qui veulent envoyer ces fameux data centers dans l'espace. Il y a quand même une occupation. Bon, il y a plusieurs défis immenses à relever, mais est-ce qu'on n'est pas aussi quelque part en train d'abîmer, voire de détruire peut-être aussi l'espace Oui, j'ai voulu revenir un tout petit peu en arrière parce que ça nous paraît déjà lointain, mais les premiers satellites Sputnik envoyés dans l'espace, on était à la fin des années 50 et il y a une association américaine qui a fait, qui s'appelle LEO, qui en s'appuyant sur l'open source des données rassemblées dans le monde entier, on a pu, vous voyez cette time-lapse qui défile sous nos yeux en 1971, 72. Au fur et à mesure que les années passent, on voit à quel point notre ciel il est de plus en plus encombré. On doit tout cela à Leo Labs. Et effectivement, on peut se demander si cette course en avant que l'on voit notamment, on en parle souvent ensemble, Nabia, entre la Chine et les États-Unis, le projet Stargate, par exemple, aux États-Unis, des projets chinois concurrents qui visent à installer de plus en plus de data centers, on ne devrait pas peut-être essayer de consommer un tout petit peu moins d'énergie, moins de données. On avait parlé souvent ensemble des modèles comme DeepSeek ici. Il y en a d'autres qui sont en développement. Parce que, bien sûr, certes, il y a beaucoup d'espace, mais ce n'est pas infini. Et puis surtout, c'est un espace de lutte géopolitique. On peut très bien décider de mettre hors d'état de travail, de fonctionner des data centers. Et les réglementations internationales sont encore très floues dans ces orbites. Encore du chemin de ce côté-là. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour cette chronique. On se reparlera la prochaine fois de ces projets fous. Oui, il y a les voiles solaires, notamment dans l'espace. à regarder. On va y revenir. Merci beaucoup, Guillaume